lors d'un dîner dominical dans la salle à manger de mes parents à Westchester, mon père a fait l'éloge de ma sœur pour avoir épousé le fils d'un sénateur pendant que j'étais assise au bout de la table, coupant du rôti de bœuf en tout petits morceaux. Puis, il m'a dit que je devrais sauter le mariage parce que mon appartement dans le Queens, ma vieille Honda et mon boulot à l'hôpital embarrasseraient la famille. 3 mois plus tard. La mère du marié m'a appelé à 21h15, suppliant pour trouver la seule médecin que sa puissante famille avait été conseillée de trouver. Catherine Thornton m'a appelé à 21h15 un vendredi soir, et j'ai failli ne pas décrocher. Numéro inconnu, indicatif de Westchester. J'étais dans mon appartement du Queens, mangeant des restes de nourriture thaïlandaise en blouse chirurgicale. Et mon premier instinct, l'instinct que 3 mois de silence m'avaient inculqué, était de laisser sonner. De laisser quel que soit le drame lié au Thornton qui se déroulait dans ce monde, se dérouler sans moi. J'ai décroché à la 4e sonnerie. Dr Miller. Sa voix avait ce genre de contrôle qui ne sonne ainsi que lorsque quelque chose s'est déjà effondré en dessous, comme regarder la glace se former sur une fissure. Ici Catherine Thornton, l'épouse du sénateur Thornton. Une respiration. Mon petit-fils s'est effondré ce soir. Il a 3 ans. L'hôpital ici nous dit qu'ils ne peuvent pas effectuer l'opération dont il a besoin. La glace s'est alors fissurée, à peine, juste sur les bords. Ils ont dit à mon mari de vous trouver. Ils ont dit que vous étiez la seule. J'ai posé mes baguettes. Elle ne savait pas. Elle n'aurait pas pu savoir qu'exactement 93 jours plus tôt, j'avais quitté la salle à manger de mes parents à Westchester avec du rôti de bœuf dans l'estomac et quelque chose de brisé dans la poitrine. Et je n'avais pas parlé à un seul membre de ma famille depuis. Elle ne savait pas que sa future belle-fille était ma sœur. Elle ne savait absolument rien de moi. Cela, c'est-il avéré, était un très vieux problème. Je m'appelle Dr Emily Miller. J'ai 38 ans. Je suis la chef du service de chirurgie cardiaque pédiatrique à l'hôpital Mount Sinai à New York. J'ai réalisé 2312 chirurgies à cœur ouvert sur des enfants. Le plus jeune avait 4 jours, le plus âgé 16 ans. J'ai été publié 14 fois dans des revues à comité de lecture, dont 2 fois dans le New England Journal of Medicine. Je donne des conférences 2 fois par an au College of Physicians and Surgeons de l'Université Columbia. J'ai été nommé sur la liste du New York Times des meilleurs médecins de la région des 3 États, 4 années de suite. J'ai été invité à conseiller un groupe de travail fédéral sur l'accès aux soins cardiaques pédiatriques dans les communautés rurales. Je gagne $847 000 par an. Mon père pensait que j'avais un petit boulot à l'hôpital. Il avait pensé cela sous une forme ou une autre pendant environ 15 ans, c'est-à-dire toute la durée de ma carrière médicale. Ce n'était pas un accident de géographie ou de circonstances. Nous vivions à 30 miles l'un de l'autre. Nous dînions ensemble le dimanche au moins 2 fois par mois. Il n'avait tout simplement jamais demandé. Je veux être précise à ce sujet. Il n'a jamais demandé ce que je faisais. Il n'a jamais demandé quel était mon titre, quelle était ma spécialité, si j'en avais une. Quand ma mère disait « Emily se débrouille bien à l'hôpital », il hochait la tête et passait à autre chose, parlant de la dernière réussite de ma sœur Sarah, sa promotion, son appartement dans l'Upper East Side, son petit ami de la bonne famille. Il traitait le mot hôpital de la même manière qu'il traitait le mot immobilier. Un arrière-plan, présent, mais indigne d'examen. Ma sœur était celle qui comptait. Sarah était celle qui avait tout fait correctement. Elle était allée à Fordham, pas à Johns Hopkins. Elle s'était spécialisée en communication, pas en biochimie. Elle était devenue directrice marketing, pas médecin. Elle avait, de manière cruciale, maintenu une vie sociale tout au long de sa vingtaine plutôt que de la passer dans les hôpitaux, les bibliothèques et les salles d'opération, ce qui signifiait qu'elle était chaleureuse, présente et facile à aimer, ce que moi, épuisée, souvent distraite. Sentant en permanence une légère odeur de savon chirurgical, je n'étais pas. Rien de tout cela n'était de sa faute. Je veux être honnête à ce sujet aussi. Le fait que Sarah soit l'enfant préféré n'était pas quelque chose qu'elle avait fabriqué. C'était quelque chose que nos parents avaient choisi. Mais elle aurait pu le corriger. Cette partie lui appartenait. C'est à cela que je n'arrêtais pas de penser. Le dimanche où tout s'est effondré, pas la cruauté de mon père. J'avais appris à la métaboliser au fil des ans, à la convertir en carburant, à la laisser brûler proprement, mais le silence de Sarah. La façon dont elle s'est assise à cette table,
a regardé la scène se dérouler et n'a rien fait. Le dîner avait lieu fin novembre. Mon père était dans un état d'euphorie soutenu depuis octobre, lorsque Sarah s'était fiancée à Marcus Thornton. Je comprenais assez bien la mécanique de la chose. Le sénateur Robert Thornton, républicain du Connecticut, était une figure du paysage politique du Nord-Est depuis 2 décennies. Son fils Marcus, 34 ans, beau à la manière des hommes qui n'ont jamais manqué de rien, avait rencontré Sarah lors d'un gala de charité à Midtown. Ils étaient sortis ensemble pendant 8 mois. Il l'avait demandé en mariage pendant le week-end de Thanksgiving dans le domaine familial de Greenwich. Mon père disait le domaine de Greenwich avec la révérence de quelqu'un décrivant un lieu saint. Le dîner dominical de fin novembre comptait 23 personnes, famille élargie, quelques amis de la famille. Mon père présidait, comme toujours, un verre de vin à la main, tenant la cour en bout de table. C'était le genre d'homme qui se donnait en spectacle même en privé, toujours conscient de son public, toujours en train de calibrer, s'assurant toujours que sa position dans la pièce était comprise. J'étais à l'autre bout de la table, là où je finissais toujours. Je coupais mon rôti de bœuf en morceaux précis et réguliers, ce que je faisais quand j'avais besoin que mes mains fassent quelque chose de mécanique pendant que mon esprit allait ailleurs. J'étais venu de Queens dans ma Honda Accord 2014. Je portais un blazer que j'avais acheté 3 ans auparavant et qui m'allait toujours bien. Mon père parlait du mariage, 300 invités, un lieu à Greenwich que la famille Thornton possédait en pleine propriété. Le gouverneur avait été invité et viendrait peut-être. Le traiteur avait une liste d'attente de 3 ans et les Thornton l'avaient simplement évité, comme le font les familles de ce genre. Sarah, dit mon père en levant son verre vers ma sœur. Tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Sarah sourit. Elle était magnifique. Elle portait la bague de fiançailles, que je pouvais voir de l'autre côté de la table, un diamant taille-coussin qui avait appartenu à la grand-mère de Marcus. Mon père posa sa fourchette. Ce son particulier, le poids spécifique de l'argenterie sur la porcelaine fine dans une pièce soudainement silencieuse, est quelque chose que je n'arrêterai jamais d'entendre. Il me regarda. Émilie, dit-il, nous devons discuter du mariage. Mon estomac se serra. Pas de surprise, de reconnaissance. Les Thornton sont des gens très sophistiqués, dit-il. Il parlait avec soin, du ton mesuré qu'il utilisait quand il voulait paraître raisonnable en disant quelque chose de déraisonnable. Influents, connectés. Ils évoluent dans des cercles qui ont certaines attentes. D'accord, dis-je. Ta vie est. Il fit une pause, tourna son verre de vin. Tu loues un appartement dans le Queens. Je le possède, dis-je. Je l'ai acheté il y a 8 ans. Il ignora cela comme il ignorait la plupart de mes corrections, sans reconnaissance, sans ajustement. Tu conduis une vieille Honda. Tu travailles dans un hôpital, à un poste quelconque là-bas. Il fit un geste de la main. Ce ne sont pas des disqualifications dans la vie ordinaire. Mais ce mariage n'est pas la vie ordinaire. Les Thornton évalueront tout, tout le monde. Comment nous nous présentons, ce que nous faisons, qui nous sommes. La pièce était très silencieuse. Tu serais mal à l'aise, dit-il. Ce monde, toute cette richesse et cette influence, ce n'est pas là que tu vis. Es-tu en train de me dire de ne pas venir au mariage de ma propre sœur, dis-je. Je suggère que tu préférerais peut-être ne pas te mettre dans cette position. Je regardai ma mère. Elle pinça les lèvres et regarda la table. Je regardai Sarah. Sarah me regarda longuement. Puis elle dit, quand la famille de Marcus m'a posé des questions sur ma sœur, je ne savais pas quoi dire. Je veux dire, elle jeta un coup d'œil à mon père, puis de nouveau à moi, qu'est-ce que tu fais exactement? À l'hôpital, quelque chose se produisit en moi. Quelque chose de calme et de final. Comme le bruit que fait la dernière page d'un livre quand on le ferme. Je suis chirurgienne cardiaque pédiatrique, dis-je. Mon père fronça les sourcils. Quoi? Je suis la chef du service de chirurgie cardiaque pédiatrique à l'hôpital Mount Sinai. J'ai réalisé plus de 2400 chirurgies à cœur ouvert sur des enfants. J'ai été publié 14 fois dans des revues à comité de lecture. Je donne des conférences à Columbia. J'ai été consultante pour la politique fédérale de santé. Je fis une pause. Je gagne 847 000 $ par an. Silence de mort. Les 23 personnes à cette table, cousins, tantes, amis de la famille, étaient parfaitement,
complètement immobile. C'est. Mon père secoua lentement la tête. Ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Tu n'as jamais. Il s'arrêta, recommença. Tu n'as jamais rien dit de tel. Tu n'as jamais demandé. Il resta silencieux un moment. Puis il fit quelque chose qui me dit tout ce que j'avais toujours eu besoin de savoir sur lui. Son expression changea, non pas en honte, non pas en remords, mais en quelque chose de calculateur, de réévaluateur, essayant de trouver comment se placer du bon côté d'une situation qui était soudainement devenue plus compliquée qu'il ne l'avait prévu. Cela ne change rien, dit-il. Tu nous as caché ça. Tu as laissé ta propre famille croire que tu n'étais personne. Quel genre de personne fait ça? Le genre, dis-je, qui voulait savoir si sa famille l'aimait pour ce qu'elle était. Je sortis mon badge d'identification de l'hôpital de mon sac à main. J'avais commencé à le porter en dehors de mes heures de travail quelques années auparavant. Il me sortait plus rapidement de certaines situations. Je le fis glisser sur la table. Docteur Emily Miller, chef du service de chirurgie cardiaque pédiatrique, hôpital Mount Sinai. Sarah le ramassa. Son visage devint blanc. Pas pâle, blanc, de la façon dont les visages deviennent quand le sang se redirigeait vers des endroits plus essentiels. Mon père le fixa. Ma mère émit un petit son. Je me levai. J'enfilai mon manteau. Je dis, profitez bien du reste du dîner. Et je sortis. Dans ma voiture, je suis resté assise pendant 3 minutes sans bouger. Puis je suis retourné en voiture à Queens. Cette nuit-là, j'ai bloqué tous les numéros de ma famille sur mon téléphone. J'aimerais dire que je me sentais justifié. J'aimerais dire que j'ai passé ces 3 mois dans un état de résolution purifié, certaine d'avoir fait la bonne chose, insensible au silence. Ce n'était pas comme ça. Les 2 premières semaines furent les pires. Je n'arrêtais pas de prendre mon téléphone pour envoyer un texto à Sarah. Quelque chose de stupide, de petit, un lien vers un restaurant que je pensais qu'elle aimerait, une question sur quoi offrir à notre mère pour Noël, puis je me souvenais. L'absence était assise dans mon appartement avec moi comme une présence. J'ai travaillé. C'était ce que j'avais toujours fait. J'étais en chirurgie à 6h30 la plupart des matins. J'avais 3 internes que je formais. Le docteur Priya Banerjee, 2e année, des mains exceptionnelles. Le docteur Kevin Tchou, 1re année, brillant en diagnostic. Et le docteur Marcus Webb, 3e année, finissant avant son internat à Boston. J'avais des responsabilités administratives. 2 soumissions de journal en cours d'examen, une série de conférences à Columbia qui se prolongeait jusqu'en février. Mes collègues savaient que quelque chose s'était passé. Le docteur Rachel Torres, ma chef adjointe, l'a remarqué en quelques jours. Rachel et moi étions collègues depuis 6 ans. Et elle avait l'intelligence particulière d'une femme qui a appris à lire les gens autour d'elle pour survivre. Elle n'a pas posé de questions. Elle a mis un café supplémentaire sur mon bureau chaque matin et m'a laissé parler quand je le voulais et n'a pas insisté quand je ne le voulais pas. Des histoires de famille, lui ai-je finalement dit. Les pires histoires, a-t-elle répondu. J'ai appelé ma thérapeute, le docteur Anita Sharma, que je voyais par intermittence depuis des années. Elle avait bâti sa carrière autour des médecins et comprenait les textures particulières de nos vies professionnelles d'une manière qui rendait le travail plus efficace. Elle ne m'a pas dit que je devais pardonner à mon père. Elle m'a demandé de quoi j'avais peur et m'a aidé à m'asseoir avec les réponses. J'ai peur, lui ai-je dit lors d'une séance à la mi-janvier, de vouloir qu'il sache et que cela ne change rien. Et si cela ne change rien, a-t-elle dit. Alors je saurai, ai-je répondu, avec certitude, et je serai seul avec ça. Tu seras peut-être seul avec ça, a-t-elle dit. Et tu ne seras peut-être pas seul de la manière que tu penses. Elle avait, comme d'habitude, plus raison que je ne voulais l'admettre. Décembre est venu et reparti. Janvier, février. Le mariage était prévu pour le 3e week-end de mars. Un samedi en fin d'après-midi dans la propriété de la famille Thornton à Greenwich. Je le savais parce que je connaissais la date depuis avant d'arrêter de parler à ma famille. Elle était sur mon calendrier sans étiquette. De la même manière qu'une dent reste dans votre mâchoire quand elle commence à se gâter, présente, douloureusement périodique, pas encore urgente. Je me disais que je me fichais du mariage. Le mariage m'importait. En février,
J'ai reçu un message via la ligne de demande de consultation générale du Mount Sinai. Pas un appel à ma ligne directe, mais une demande institutionnelle formelle. La demande venait d'un cabinet d'avocats qui représentait plusieurs familles politiques du Connecticut. Il s'informait sur la possibilité pour le docteur Emily Miller de fournir une consultation cardiaque privée pour un membre de la famille. Pédiatrique, préliminaire. La demande avait été transmise par ma coordinatrice de département, Sandra Chen, qui l'avait signalée avec une note VIP. J'ai répondu par courriel via Sandra. Je n'accepte pas de consultation privée en dehors des relations de soins établies. S'il y a un patient nécessitant des soins, il doit être référé par les canaux standards. La demande a disparu. Je n'y ai plus pensé. L'appel est arrivé un vendredi de mars. Le mariage était le lendemain. J'étais à la maison à 19 h, ce qui était tôt pour moi. J'avais eu une procédure ce matin-là. Fluide, un cas d'école. Un enfant de 14 mois avec une communication interventriculaire que j'avais corrigée par une approche minimalement invasive qui avait mis 4 ans à devenir ma norme. J'étais à la maison depuis 2 heures, j'avais pris une douche, j'étais dans ma cuisine à manger du pad thai et à lire une étude de cas dans le Journal of Thoracic Surgery quand le téléphone a sonné. 21 h 15. Numéro inconnu. Indicatif de Westchester. J'ai failli ne pas décrocher. Dr Miller. La voix de Catherine Thornton, contrôlée, se fissurant sur les bords. Mon petit-fils s'est effondré ce soir. Il a 3 ans. J'ai posé le journal. Quelle est sa présentation? Il est devenu bleu autour de la bouche, autour des doigts. Il s'est effondré alors qu'il marchait. Il est à l'hôpital de Greenwich maintenant. Ils ont un souffle qui semblait lui coûter quelque chose. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas effectuer l'opération dont il a besoin. Le cardiologue de garde, il l'a dit à mon mari. Il a dit, trouvez le docteur Emily Miller. Il a dit, elle est la meilleure de la région des 3 États pour ça. Le cardiologue de garde à l'hôpital de Greenwich était presque certainement le docteur James Callaway. Il avait fait sa résidence à Mount Sinai, 2 ans en dessous de moi. Que voyez-vous à l'imagerie, ai-je dit. A-t-il eu une échographie? Il me l'envoie maintenant. Je pouvais entendre une autre voix en arrière-plan, celle d'un homme, laconique et pressé. Oui, je l'ai. Une pause. Je vous l'envoie maintenant. L'assistant de mon mari à votre, nous avons vos coordonnées à l'hôpital. Nous l'envoyons. Depuis combien de temps est-il cyanosé? Depuis juste après 19 h. Ça fait 2 heures. Mon ordinateur était ouvert sur le comptoir de la cuisine. J'ai ouvert mes courriels de l'hôpital. Les images de l'échographie étaient déjà là. Envoyées, ai-je vu, par un certain docteur Alison Frey, la cardiologue traitante à l'hôpital de Greenwich. Je les ai ouvertes. Je les ai regardées pendant environ 45 secondes. Ce que je voyais était une malformation cardiaque congénitale complexe, une transposition des gros vaisseaux, ce qui signifie que l'aorte et l'artère pulmonaire s'étaient développées dans des positions inversées, transportant le mauvais sang au mauvais endroit. Compliqué par une communication interventriculaire, un trou entre les 2 cavités inférieures, et surtout, une anatomie anormale des artères coronaires qui rendrait toute approche chirurgicale beaucoup plus exigeante. Le positionnement des coronaires était une variante que j'avais vue peut-être une douzaine de fois dans ma carrière. La moitié de ces cas, l'enfant n'était pas arrivé jusqu'à la chirurgie. Charlie Thornton avait 3 ans et avait survécu si longtemps parce que la cive avait fourni un certain mélange compensatoire de sang oxygéné et désoxygéné. Mais quelque chose avait changé. Probablement une récente poussée de croissance. Probablement une augmentation de la demande en oxygène que son cœur ne pouvait plus satisfaire. Il avait des heures, pas des jours. Madame Thornton, ai-je dit, j'ai besoin que vous le fassiez transporter au Mount Sinai immédiatement. Pas demain matin. Maintenant. Je vais appeler à l'avance et faire assembler mon équipe. Pouvez-vous faites-le transporter? Je serai là dans 45 minutes. J'étais déjà en mouvement. Appelez le docteur Frey directement et demandez-lui de préparer les documents de transfert. Dites-lui que le docteur Miller a demandé un bilan cardiaque complet. Groupe et Rhésus. Et dites-lui que je voudrais une ETO péropératoire. J'étais dans ma voiture 11 minutes plus tard. Je ne vous donnerai pas les détails techniques de la chirurgie car les détails techniques ne sont pas l'essentiel.
l'essentiel est qu'à 21h58 un vendredi de mars, je me suis préparé pour l'opération à l'hôpital Mount Sinai avec mon interne, le docteur Priya Banerjee, mon perfusionniste Howard Kern, et une équipe d'anesthésiologie dirigée par le docteur Diane Santos. Charlie Thornton a été préparé et drapé à 22h15. L'opération de l'inversion artérielle pour cette présentation, avec l'anatomie coronaire qu'il avait, est l'une des procédures les plus techniquement exigeantes en chirurgie cardiaque pédiatrique. Le transfert coronaire seul, prendre les artères coronaires de l'aorte et les réimplanter sur la néo-aorte, nécessite une précision qui ne peut être décrite en des termes qui signifient quelque chose pour quelqu'un qui ne l'a pas fait. Vous travaillez en millimètres. Vous travaillez à la limite de ce que les tissus peuvent survivre. Un mauvais mouvement et la coronaire est compromise et l'enfant meurt sur la table. Je l'avais fait 41 fois. J'ai terminé le transfert coronaire à 1h30 du matin. J'ai reconstruit les gros vaisseaux. J'ai fermé la cive avec un patch en dacron, 6 sutures, propres. Nous sommes sortis de circulation extracorporelle à 3h17 du matin. Son cœur a redémarré de lui-même. À 5h30 du matin, Charlie Thornton était dans l'unité de soins intensifs cardiaques pédiatriques, intubé, stable, avec une bonne perfusion coronaire et un cœur réparé et correctement configuré. Il allait vivre. Je me suis assise dans la salle de consultation familiale en face de Catherine Thornton, du sénateur Robert Thornton et de Marcus Thornton, et je leur ai dit cela. Je leur ai dit que l'opération s'était bien passée. Je leur ai dit que la convalescence prendrait du temps, 3 à 4 semaines à l'hôpital, une surveillance attentive, un plan de suivi que je coordonnerais avec le docteur Frey à Greenwich pour le long terme. Je leur ai dit que Charlie allait grandir. Catherine Thornton a gardé son sang-froid jusqu'à ce que je dise cela. Puis elle a mis son visage dans ses mains et a émis un son que je n'ai entendu que quelques fois dans ma vie. Le son de tout le corps de quelqu'un exhalant une peur qu'il retenait. Le sénateur Thornton m'a serré la main. Sa poignée était très ferme et ses yeux étaient humides. « Je ne sais pas comment vous remercier, » a-t-il dit. « Vous n'avez pas à le faire, » ai-je répondu. « Il va s'en sortir. » Marcus Thornton était assis dans le coin, les coudes sur les genoux, fixant le sol. Il a levé les yeux vers moi. Il avait l'expression particulière de quelqu'un à qui l'on vient de montrer la distance entre la vie qu'il imaginait vivre et celle qu'il vivait réellement. « C'est mon fils, » a dit Marcus. « Charlie, c'est mon fils de ma première relation. Sarah ne le connaît pas encore vraiment. » Il s'est arrêté. Sa mère est morte dans un accident l'année dernière. Je suis tout ce qu'il a. Je l'ai regardé un moment. Il va s'en sortir, ai-je répété. Catherine m'a demandé de venir au mariage. Elle ne m'a pas dit pourquoi. Elle n'a pas dit votre sœur est la mariée ou nous avons des raisons de croire que vous êtes lié à cette famille. Elle a simplement dit, Docteur Miller, je serais honoré si vous veniez au mariage aujourd'hui en tant que notre invité, en tant que famille. Et elle l'a dit avec une certitude qui impliquait qu'elle en savait plus sur ma situation que je ne lui en avais dit. J'ai dit oui. Je suis rentré chez moi et j'ai dormi pendant 3 heures. J'ai pris une douche. J'ai mis la robe bleu marine que j'avais achetée l'automne précédent. Simple, bien coupée, le genre de choses qui fonctionne dans presque toutes les pièces. Je suis retourné en voiture à Greenwich dans ma Honda Accord 2014. Le domaine était ce à quoi je m'attendais, 6 acres, une maison principale construite dans les années 1920 et entretenue avec le genre de soins qui nécessite un personnel permanent, une tente sur la pelouse qui coûtait probablement plus cher que la plupart des appartements. Des arrangements floraux qui tombaient en cascade de toutes les surfaces disponibles en crème, blanc et vert pâle. Un voiturier a pris ma voiture sans scier. J'ai traversé la maison principale jusqu'à la terrasse. Le mariage se terminait. Je l'avais programmé ainsi. Ils étaient sur la terrasse pour le cocktail, tous les 300 invités. Et depuis l'entrée, je pouvais voir la foule par bribes. Des serveurs se déplaçant avec des plateaux, un quatuor à cordes, le vert pâle et le crème des fleurs partout. Extravagant, magnifique, exactement comme mon père les avait décrits. J'ai trouvé ma famille avant qu'ils ne me trouvent. Ma mère m'a vu la première. Elle se tenait près d'un chariot de bar avec ma tante Margaret, et elle s'est retournée et est devenue blanche. Pas pâle, blanche, de la même manière que Sarah était devenue blanche à la table du dîner 3 mois plus tôt. Une réaction de la famille Miller, apparemment. Elle a touché le bras de ma tante. Ma tante s'est retournée. Ma tante a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre.
Mon père était à 20 pieds avec un verre de scotch et 3 hommes que je ne reconnaissais pas, faisant ce qu'ils faisaient lors d'événements comme celui-ci, jouer l'aisance, jouer l'importance. Il a ri à quelque chose, s'est retourné, m'a vu. Il n'a pas bougé. Sarah était au bord de la tente avec Marcus. Elle était dans sa robe, ivoire, drapée, simple et parfaite. Elle était magnifique. Elle regardait quelque chose que Marcus disait, et quand elle a ri, elle avait l'air plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Puis elle a levé les yeux et m'a vu. L'expression qui a traversé son visage n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à de la culpabilité ou de la colère ou peut-être à la performance sociale désespérée de quelqu'un gérant une situation impossible. Au lieu de cela, elle avait l'air effrayée, pas de moi, de quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle portait en elle. Catherine Thornton a traversé la terrasse vers moi, les deux mains tendues. Elle avait 63 ans, les cheveux argentés, le genre de femme qui avait été belle à 30 ans et était simplement devenue quelque chose de plus que belle avec l'âge. Elle avait des perles à son cou et une robe bleu pâle qui coûtait plus cher que ma première voiture, et elle a pris mes mains dans les siennes et les a tenues. Tout le monde, a-t-elle dit s'éclaircissant la gorge, et elle avait cette qualité de voix particulière qui faisait que les pièces devenaient silencieuses autour d'elle. Pas par le volume, mais par l'autorité. Je veux vous présenter quelqu'un. 300 personnes se sont retournées. Voici le docteur Emily Miller. Elle est la chef du service de chirurgie cardiaque pédiatrique à l'hôpital Mount Sinai. Et la nuit dernière, elle a réalisé une opération de 6 heures qui a sauvé la vie de notre petit-fils, Charlie. Il se rétablira complètement. Elle serra mes mains. Nous lui devons tout. La terrasse a éclaté. Des applaudissements, sincères et soutenus, de 300 personnes que je n'avais jamais rencontrées. Le sénateur Thornton leva son verre. Au docteur Emily Miller, dit-il, sa voix portant à travers la foule avec celle d'un homme qui a parlé à des salles toute sa vie. L'une des meilleures chirurgiennes de ce pays. Plus d'applaudissements. J'étais consciente, de la manière dont on est conscient des choses quand son système nerveux fonctionne avec 3 heures de sommeil et 6 heures de chirurgie, que mon père était à 20 pieds de là. Que ma mère avait couvert sa bouche avec sa main. Que Sarah et Marcus se tenaient très immobiles. Marcus se pencha pour dire quelque chose à Sarah. Je ne pouvais pas l'entendre. Je n'en avais pas besoin. Il essayait d'obtenir un rendez-vous avec moi depuis des mois. Elle ne le savait pas. Catherine me guida vers la table d'honneur. Elle me plaça à côté d'elle, ce qui me mit, par la géométrie particulière d'un plan de table d'honneur, directement à côté des sièges de mes parents. Mon père s'assit à côté de moi. Il attrapa mon bras. Sa main était légèrement tremblante. Pas à cause de l'alcool, je pensais. À cause d'autre chose. Il avait l'air d'un homme essayant de calculer combien il pouvait récupérer d'une position dans laquelle il ne s'était pas rendu compte qu'il était. Émilie, sa voix était basse, prudente. Nous devons parler. Je regardais sa main sur ma manche. Je pensais à la table du dîner en novembre. Le son de sa fourchette sur la porcelaine. Tu serais mal à l'aise. Ce n'est pas ton monde. Je pensais à la voix de Sarah. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je pensais à Catherine Thornton disant nous lui devons tout à 300 personnes pendant que mon père se tenait à 20 pieds de là. Je le regardais. Pas maintenant, papa, dis-je. Je me retournai vers Catherine, qui me parlait de Charlie, de la première fois où il avait commencé à montrer des symptômes il y a 6 mois, du mauvais diagnostic, de la peur. J'écoutais. Je répondis à ses questions. Je mangeais la nourriture qui apparaissait devant moi. Mon père s'assit très immobile à côté de moi et ne parla plus. De l'autre côté de la table, Sarah me regardait. Pas de la manière à laquelle je m'attendais, pas avec le calcul de quelqu'un qui gère les apparences, pas avec la culpabilité feinte de quelqu'un qui fait le calcul des conséquences. Elle me regardait avec quelque chose qui se construisait derrière ses yeux depuis le moment où j'étais entré sur la terrasse. Et alors que le dîner se poursuivait, que les toasts étaient portés, que le témoin de Marcus faisait rire tout le monde, et que la cousine de Marcus de Londres chantait quelque chose qui faisait pleurer Catherine. Et que toute la machinerie élaborée d'un mariage de la famille Thornton suivait ses rythmes, l'expression de Sarah ne changea pas. Elle ressemblait à quelqu'un qui essayait de trouver le bon moment pour dire quelque chose qui n'avait pas de bon moment. S'éclaircissant la gorge, c'est au dessert qu'elle fit le tour de la table. Elle s'accroupit à côté de ma chaise, ce qui n'était pas quelque chose que Sarah faisait habituellement.
L'accroupissement gracieux et peu pratique d'une femme en robe de mariée qui voulait être à hauteur des yeux, qui ne voulait pas se tenir au-dessus de moi, et elle dit très doucement, « Puis-je te parler ?» Je la regardai. « Oui, dis-je. » Nous sommes allés dans l'une des pièces latérales de la maison principale. Un salon, mur bleu pâle, une cheminée avec quelque chose qui brûlait dedans, les sons du mariage étouffés derrière la lourde porte. Sarah s'assit sur le bord d'une chaise et je m'assis en face d'elle, et aucune de nous ne dit rien pendant un moment. Je savais, dit-elle. J'attendis. Pas les détails. Je ne connaissais pas le titre. Je ne connaissais pas les publications. Je ne savais pas. Elle s'arrêta. Mais je savais que tu étais plus que ce qu'il pensait. Je le sais depuis longtemps. J'ai vu des choses au fil des ans. Un article de journal que quelqu'un a transféré. Un de tes collègues qui a mentionné ton nom à un dîner. Je savais. Pourquoi n'as-tu rien dit? Elle regarda ses mains, la bague à sa main gauche. Parce que le lui dire aurait signifié le confronter sur la façon dont il te traite, sur ce qu'il fait depuis des années. Elle leva les yeux. Et j'avais peur que si je faisais ça, je perdrais son approbation, qu'il la redirigerait comme il l'a toujours dirigée vers toi. Le feu crépita. Je l'ai laissé faire, dit-elle. À ce dîner, je l'ai laissé te dire de ne pas venir à mon mariage. Je suis restée assise là et j'ai dit cette chose sur le fait de ne pas savoir ce que tu faisais parce que j'avais peur. Elle expira. J'ai eu peur de lui toute ma vie. Tu as cessé d'avoir peur de lui il y a longtemps et je n'ai jamais trouvé comment faire ça. Je n'ai pas cessé d'avoir peur, dis-je. J'ai juste cessé d'espérer qu'il changerait. Elle resta silencieuse un moment. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas, dis-je. C'est différent. Le feu brûlait. Dehors, dans la pièce principale, le quatuor à cordes avait recommencé. Quelque chose de lent et de baroque qui traversait les murs. Je suis désolé, dit Sarah. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Je sais que j'ai beaucoup de choses à me reprocher, mais je suis désolé. Je pensais au docteur Sharma me demandant de quoi j'avais peur. Je pensais aux 3 mois de silence dans mon appartement. Le geste de prendre un téléphone que j'avais rendu inaccessible. La douleur particulière d'une absence en forme de famille. Je pensais à Charlie Thornton dans l'unité de soins intensifs pédiatriques, 3 ans, son cœur réparé battant correctement pour la première fois de sa vie. Ça veut dire quelque chose, dis-je. Pas tout. Ça ne voulait pas dire tout. Mon père était toujours mon père, et quelle que soit la conversation que nous allions finalement avoir, quel que soit le règlement de compte qui attendait de l'autre côté de cette nuit, je ne m'attendais pas à ce que cela nettoie quoi que ce soit complètement. Certaines choses laissent des marques. C'est simplement la vérité à leur sujet. Mais Sarah était assise en face de moi dans sa robe de mariée le jour de son mariage, et elle avait peur, et elle était venue me voir quand même. Elle avait traversé la pièce, s'était accroupie à côté de ma chaise et avait dit, « Puis-je te parler ?» alors qu'elle aurait pu laisser la distance perdurer. C'était quelque chose. C'était son propre genre de commencement. Félicitations, dis-je, pour le mariage. Marcus semble. Je pensais à la façon dont il avait dit, c'est mon fils, dans la salle de consultation. La simplicité dépouillée particulière de cette phrase. Il semble qu'il t'aime. Sarah sourit. C'était différent du sourire qu'elle avait eu au dîner de novembre. Moins joué, plus réel. Quelque chose qui commençait au coin de ses yeux. Il m'aime, dit-elle. Il m'aime vraiment. Bien, dis-je. Nous sommes retournés au mariage. Mon père m'a trouvé avant que je parte. Il était tard, près de minuit, la fête se clairsemait, le quatuor à cordes remplacé par quelque chose avec un meilleur rythme. Il est venu à côté de moi près du bord de la terrasse où je me tenais seul, regardant la pelouse. Il avait les mains dans les poches. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, ce que je savais ne pas être possible en 3 mois, mais qui était néanmoins vrai. Je ne sais pas quoi te dire, dit-il. Je sais. J'ai été assis ici toute la nuit à essayer de trouver. Il secoua lentement la tête. Je pensais sincèrement. Tu pensais que tu savais ce que j'étais, dis-je, sans demander. Il ne répondit pas. Tu avais une version de moi dans ta tête, dis-je. L'appartement dans le Queens, la vieille Honda, le boulot à l'hôpital. C'était plus facile que la vraie version.
La vraie était compliquée et demandait de l'attention et toi. Je m'arrêtais. Tu avais toujours quelque chose de plus intéressant à regarder. Il tressaillit. C'était petit et il le cacha rapidement. Mais j'observais mon père depuis 38 ans et je savais à quoi ressemblaient ces tressaillements. Je sais que je n'ai pas. Il s'arrêta de nouveau. Recommença. Je sais que je n'ai pas été juste avec toi. Non, dis-je, tu ne l'as pas été. La pelouse était sombre au-delà des torchets. Quelque part dans la maison principale, la grand-mère de Charlie Thornton dansait. Quelque part dans l'unité de soins intensifs pédiatriques du Mount Sinai, Charlie Thornton se remettait de l'anesthésie avec un cœur parfaitement réparé. Je ne sais pas si je peux être ce que tu avais besoin que je sois, dit mon père. C'était, je pensais, la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Je n'ai pas besoin que tu sois quoi que ce soit, dis-je. J'ai cessé d'avoir besoin de ça il y a longtemps. La question est de savoir si tu veux me connaître, la vraie moi, pas la version que tu as inventée. Il resta silencieux un long moment. Je le veux, dit-il finalement. Je crois que je le veux. Alors tu as du travail à faire, dis-je, et je devrais réfléchir si je veux être là pendant que tu le fais. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. J'ai traversé la maison principale et suis sorti par la porte d'entrée, et le voiturier a ramené ma Honda Accord 2014, et je suis rentré chez moi à Queens dans le noir, les fenêtres baissées et l'air froid de mars entrant, l'autoroute presque vide. J'étais épuisé d'une manière qui n'a d'autre remède que le temps. Mais je n'étais pas triste. C'est la chose que je veux faire attention à vous dire. Je n'étais pas triste. L'histoire que je vous raconte n'est pas une histoire triste, même si elle contient des choses tristes. C'est l'histoire d'une femme qui a passé 15 ans à être invisible aux yeux des personnes qui auraient dû la voir et qui, une nuit, en une seule opération de 6 heures, a été vue non pas par sa famille, mais par le monde. Ce n'est pas une fin triste. C'est une forme de plénitude en soi. Charlie Thornton a été extubé le 4e jour. Il est rentré chez lui 23 jours après l'opération. À son suivi de 6 semaines, son échographie était parfaite. Reconstruction nette, perfusion coronaire exactement comme elle devrait être, un cœur qui grandirait avec lui pour le reste de sa vie. Son grand-père a envoyé une lettre au président du Mount Sinai. Je ne sais pas ce qu'elle disait. Le président en a cité une ligne lors de mon évaluation annuelle, puis a fermé le dossier. Mon père m'a appelé en avril. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai décroché. Nous avons parlé pendant 11 minutes. Ce n'était pas une conversation confortable. C'était, je pensais, une vraie conversation. Sarah m'envoie des textos le jeudi. Rien de lourd, un lien vers quelque chose qu'elle a lu, une question sur un restaurant, la photo occasionnelle d'elle et Marcus. Charlie y figure parfois. Il a les yeux de son père et le menton de sa grand-mère et une confiance absolue dans les pièces que je reconnais comme la confiance particulière d'un enfant qui sait qu'il est aimé. Le docteur Priya Banerjee a défendu sa candidature à la bourse de recherche le mois dernier. Je lui ai écrit la lettre de recommandation à minuit après une journée de 14 heures. Et je pensais chaque mot. Elle va être extraordinaire. Je conduis toujours la Honda. Je vis toujours dans le Queens. Je mange toujours des restes de nourriture thaïlandaise les vendredis soirs, bien que j'ai commencé à les manger à table au lieu de debout au-dessus du comptoir. Certaines choses changent lentement. D'autres changent d'un seul coup, un vendredi soir, lorsqu'un numéro inconnu appelle à 21h15 et que vous décrochez à la 4e sonnerie et qu'une voix de femme, contrôlée, se fissurant, terrifiée, dit « Ils ont dit à mon mari de vous trouver. Ils ont dit que vous étiez la seule. » Je l'étais. Je le suis. Cela a toujours été vrai. La différence est que maintenant, tout le monde le sait.